Dans les années 50, le jeune Shimon Peres négocie une entente secrète avec la France pour acheter un de leurs réacteurs nucléaires. Alors que Dimona se développe, les services de renseignement rapportent à Washington qu'Israël est en train de fabriquer une bombe atomique. Même si on affirme que Dimona ne sert qu'à des fins pacifiques, on convoque le leader israélien Ben Gurion à Washington. Le président Kennedy craint une course à l'armement au Moyen-Orient et demande des inspections. Mais quand les inspecteurs franchissent les portes du complexe en 1961, ils sont floués. On leur présente une fausse salle de contrôle au rez-de-chaussée. Ils ne peuvent pas se douter que dans les 6 étages en dessous, on fabrique du plutonium. Cette histoire faisait la fierté des gens à Dimona. Elle avait presque atteint le statut de légende, selon Vanunu. Quand les Américains sont venus, ils se sont fait complètement berner. Toutes les entrées, incluant les cages d'ascenseur, étaient murées et plâtrées. Personne ne pouvait soupçonner la présence de ces étages inférieurs. Après l'assassinat de Kennedy, la pression sur Israël tombe. Son successeur, Lyndon Johnson, ferme les yeux. Puis en 1969, Golda Meir et le président Nixon concluent une entente renouvelée par chaque président depuis. Le programme nucléaire d'Israël peut se poursuivre à condition de ne jamais être révélé publiquement. C'est ce qu'on appelle la politique d'ambiguïté nucléaire. L'expression ambiguïté nucléaire paraît presque pompeuse, mais n'est-ce pas simplement un euphémisme pour supercherie? Si quelqu'un tente de vous tuer et que vous utilisez une supercherie pour sauver votre vie, ce n'est pas immoral. Si nous n'avions pas d'ennemis, nous n'aurions pas besoin de supercherie. Nous n'aurions pas besoin de moyens dissuasifs. Est-ce que cela justifie de cacher les étages de retraitement du plutonium aux inspecteurs américains? Vous dialoguez avec vous-même et non avec moi. Cela a été rapporté dans de nombreux livres. Posez-vous la question à vous-même et non à moi. N'est-ce pas vrai? Je n'ai pas à répondre à vos questions. Je ne vois aucune raison de le faire. L'ambiguïté est un luxe que seul Israël peut se permettre. Aujourd'hui, le pays est une zone libre de toute inspection, protégée des regards par l'Amérique et ses alliés. Voici le lieu que Vanunu identifie comme l'usine de séparation isotopique, construite en majeure partie sous terre. Et voici la coupole argentée du réacteur nucléaire de Dimona. Ronen Bergman est un journaliste israélien spécialisé dans les questions de sécurité et de défense. Cette photographie a été prise par un des meilleurs satellites commerciaux disponibles. Ce satellite, du nom d'Iconos, peut prendre des photos jusqu'à une résolution de 1 mètre. Cependant, à la demande d'Israël, le Congrès américain a voté un nouvel amendement à la loi interdisant aux satellites américains de vendre toute image des sites israéliens d'une meilleure résolution que 2 mètres. Ce qui veut dire que Iconos capte des images d'Israël et les modifie pour leur donner une résolution de 2 mètres. Elles deviennent moins claires. Beaucoup moins claires. Et cette décision des États-Unis s'applique uniquement à Israël et pas aux autres pays? Seulement à Israël. En novembre dernier, on a pu remarquer un adoucissement face à Vanunu. Les photographies étaient permises lors de sa demande de libération conditionnelle qui lui a encore été refusée. Le procureur prétend que Vanunu détient toujours des secrets qui pourraient mettre l'État d'Israël en danger, un argument que devra démolir son avocat. Est-ce que le tribunal entendra le prétendu secret de Vanunu? Ils vont entendre une partie des secrets, pas les véritables secrets. Ils vont entendre des informations secrètes à propos de ces secrets. Puisque vous êtes son avocat, vous allez aussi les entendre? En partie seulement, moins que le tribunal. La Cour va entendre des informations secrètes sur les secrets. Je vais probablement entendre des secrets sur les informations secrètes. Est-ce vraiment le cas ou est-ce une forme d'ironie? Non, c'est vraiment le cas. On ne me donnera qu'une espèce de description générale des secrets. La Cour entendra quelque chose de plus concret. Et les secrets eux-mêmes ne seront jamais révélés s'ils existent.
Nick et Mary Iloff arrivent en Israël. Ils espèrent rendre visite à Vanunu en prison, mais ils n'ont pas encore obtenu de permission. Des nouvelles? Pas encore. Rain Amos est membre d'un petit groupe d'Israéliens qui réclament la libération de Vanunu. Elle harcèle les autorités pénitentiaires depuis des semaines pour obtenir les permissions dont Mary et Nick ont besoin. Elle me dit maintenant qu'elle a obtenu l'approbation de supérieur, mais qu'elle doit aussi avoir l'approbation d'une autre personne. Ont-ils compris qu'il nous reste peu de temps parce que nous partons vendredi? Absolument, je leur ai clairement expliqué. Je leur ai dit que vous deviez partir vendredi, que vous étiez de passage quelques jours seulement. Merci beaucoup d'avoir fait tous ces appels, Rena. Oh, ce n'est rien. J'aurais tellement voulu avoir de bonnes nouvelles pour vous. Habituellement, on ferme les réacteurs d'une quarantaine d'années, mais pas celui de Dimona. Le site est sous le contrôle du Premier ministre, hors de la portée du Parlement et loin des regards indiscrets du public. Et cela inquiète le scientifique qui autrefois y travaillait avec tant d'optimisme. Plus les réacteurs vieillissent, plus les risques d'accident augmentent. Il faudrait un chien de garde extérieur, et le secret imposé sur ce projet a plus ou moins créé une sorte de zone exterritoriale en Israël, où les procédures habituelles de contrôle de la sécurité ne sont pas appliquées. Alors la sécurité des travailleurs, les questions environnementales, les mesures de sécurité industrielle ne sont pas assurées. Et des milliers de personnes y travaillent. Mais ce vieux réacteur commence à révéler ses secrets. Les preuves d'accidents, de mensonges et de supercheries apparaissent. En 1996, la presse entend parler d'une zone radioactive dangereuse dans le désert. Le ministre de l'Environnement convie les journalistes à le regarder tester le site à l'aide d'un compteur Gégère. Un des journalistes précise qu'on lui a interdit d'apporter son propre compteur. Le ministre proclame que le site est inoffensif. Les mesures de radioactivité rapportées par son appareil se situent sous la normale. Mais les journalistes ne sont pas satisfaits. Nous nous inquiétons de l'élimination des déchets. Pourriez-vous nous dire où ils sont enterrés? À un bon endroit. Je suis honnête avec vous. Je perdrais mon poste si je dévoilais où ils sont ensevelis. Pour le Premier ministre, cette information est confidentielle. Mais dans un documentaire choc l'an dernier, la télévision israélienne a affirmé qu'on avait caché la vérité. Un employé de Dimona y raconte comment on lui a ordonné de déterrer les déchets radioactifs et d'aménager le site avant la visite du ministre pour faire croire à la presse que rien ne s'était jamais passé. D'autres ont déclaré avoir travaillé avec de l'uranium pendant des années et que les accidents étaient routiniers. Il y a eu des fuites, des incendies et des explosions de gaz toxiques. Maintenant qu'ils ont le cancer, la direction de la centrale nie qu'ils aient travaillé avec des matières radioactives et comme ils sont tenus au secret, ils ne peuvent pas se battre pour faire valoir leurs droits. Le documentaire donne les noms de plus de 100 employés de Dimona ayant le cancer. Un médecin et 2 avocats les appuient. C'est la première fois que des travailleurs de Dimona font entendre leur voix. Je veux seulement vous demander pourquoi vous ne pouvez pas nous parler. Les services secrets me réduisent complètement au silence. Ils m'ont ordonné de ne pas dire un seul mot. Que puis-je faire? Ils m'ont dit, tu vas finir comme Vanunu. Depuis combien de temps est-il en prison? 15 ans?
Voulez-vous que je finisse en prison? J'aurais bien voulu vous parler. J'ai demandé aux autres, mais personne ne veut parler. Le temps est venu d'essayer auprès des autres, les médecins, les familles et les avocats. Serait-il possible de vous interviewer à propos des victimes de cancer et de leur cas? I'm really reluctant to be interviewed publicly on the media over this story overseas. It's just not appropriate. Pourquoi est-ce si délicat? Come on now. Any discussion of nuclear issues is sensitive. I talked to my family. I don't want to participate in this. I don't think it's the right thing to do. Personne ne veut en parler. There are things that are not. It's not good to talk about, even if you're a lawyer. Avez-vous peur qu'il vous arrive ce qui est arrivé à Vanunu? Of course, you think about it. Aujourd'hui, en Israël, une puissance invisible impose la loi du silence par la peur. Un homme dont l'identité même était un secret jusqu'à il y a 2 ans est responsable de ce fait, Yehiel Orev. Orev est le plus intelligent, le plus brillant des personnages officiels, en ce sens qu'il s'est accaparé le pouvoir. Il a pris en main une petite agence et en a fait la 4e plus importante agence de renseignement en Israël, affranchie des lois, du droit de regard ou du contrôle du Parlement. Il représente aussi une terrible menace pour la démocratie en Israël. Pendant 16 ans, Orev a été le gardien sans visage des secrets d'Israël. Sa photographie intégrale n'a jamais été publiée avant aujourd'hui. C'est Orev qui, de son bureau du ministère de la Défense, empêche la remise en liberté sous condition de Vanunu. Mais Vanunu aura purgé sa peine l'an prochain. Orev a donc trouvé un autre Vanunu, le brigadier général Yitzhak Yaakov, Yatsa pour les intimes. Retraité, il a écrit ses mémoires romancées et a raconté sa vie à la télévision. Militaire et scientifique réputé, Yaakov a dirigé pendant plusieurs années le programme secret de recherche en armement. Considéré comme une sommité scientifique, il était candidat pour le prestigieux prix Israël. Mais quand il a raconté sa vie à un journaliste, il a violé la règle. Ce journaliste était Ronen Bergman. Il a présenté son article, comme tous les journalistes doivent le faire, à la censure israélienne. L'article s'est rendu directement à Orev, qui a déployé la grosse artillerie. Ils étaient très sérieux. Mes téléphones étaient sous écoute. J'étais suivi par des agents des services secrets israéliens. Yaakov aussi. Nous étions cernés et harcelés par tout le système. Yaakov est passé de héros à zéro. Arrêté en secret, il a été accusé de trahison. Il a combattu Orev pendant 2 ans. 2 années de détention ponctuées de faiblesse cardiaque, d'une banqueroute et de résidences surveillées qui prennent fin dans la disgrâce publique. On lui épargne la prison, mais la Cour le juge coupable d'avoir révélé des secrets israéliens. Orev craignait que les vétérans de l'armée, des services de renseignement ou de l'effort nucléaire ne tentent d'entrer dans l'histoire d'Israël en racontant leur expérience. Il voulait leur faire peur. Et il a réussi.
Pensez-vous que la loi du silence est trop forte? Je pense au pouvoir de quelqu'un comme Oref, qui peut détruire la vie d'un individu, comme le brigadier général Yakov, par exemple. La vie de cet homme a été complètement détruite. Pour